Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuons donc avec les applications concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté en vibration forcée. Après avoir vu dans l'application 12 le calcul des réponses dynamiques par la méthode de superposition modale, on va voir aujourd'hui le calcul des vibrations forcées des systèmes à plusieurs degrés de liberté par la méthode PAP ou bien les méthodes numériques PAP. Le but de cette application est de calculer les réponses dynamiques d'un système à plusieurs degrés de liberté pour des systèmes à moitié ou non moitié en utilisant une des méthodes numériques qu'on appelle les méthodes pas à pas, donc à savoir la méthode de Wilson θ. Bien sûr, d'autres méthodes existent, mais le principe est le même, c'est toujours le même principe et la même procédure. Après, donc, à la fin, on va essayer de calculer le même exemple par la méthode de superposition modale pour avoir une idée sur la comparaison des résultats entre les deux méthodes. Pour cela, donc, on prend un exemple simple à 2 degrés de liberté avec une matrice masse 2 par 2, un vecteur accélération, et une matrice rigidité 2 par 2, un vecteur déplacement qui est égal à une force extérieure. Donc, on a simplifié la force extérieure pour avoir une simplicité dans les calculs. Donc, si vous voulez représenter cette force extérieure, bien sûr, suivant 1, c'est 0, et suivant 2, donc c'est une force constante, comme ça, donc elle prend la valeur 10. Ça, c'est, si vous voulez, P2 de t, d'accord, en fonction du temps. Donc là, vous voyez que c'est une force constante sur tout le temps t. Ce n'est pas une force statique, mais c'est une force dynamique qui est constante dans le temps. Donc pour cela, on vous demande de calculer le vecteur de déplacement par la méthode de Wilson θ avec θ est égal à 1,4 en utilisant donc un intervalle de temps constant de 0,28. Là, la même chose, donc vous pouvez prendre des intervalles de temps différents, mais par simplicité, donc on prend toujours un intervalle de temps constant, un intervalle de temps constant. On précise les conditions initiales donc de départ, de déplacement nul et de vitesse nulle. Donc là, pour la première partie. Et puis, donc, on va essayer de calculer donc, les déplacements par la suite avec la méthode de superposition modale pour pouvoir comparer les deux résultats. D'accord? Donc, un petit rappel concernant les méthodes pas à pas ou bien les méthodes numériques, ce sont des méthodes qui sont basées sur une division du temps en intervalles donc, bien définis pour pouvoir traiter donc ce qui se passe dans l'intervalle et puis par la suite on généralise d'un intervalle à l'autre pour obtenir la réponse totale. Pour cela, donc, l'idée de ces méthodes pas à pas est de pouvoir contourner les équations différentielles et les transformer en équations algébriques simples à résoudre. Donc, c'est ça l'idée. Bien sûr, pour faire le passage de ces équations différentielles aux équations algébriques, on suppose une variation de l'accélération, si vous voulez, d'une façon générale, dans l'intervalle de temps. Donc, on va essayer de supposer une certaine variation de l'accélération. Comme ça, on évite les équations différentielles. Et là, donc, je passe d'un intervalle à un autre, sachant que la fin de l'intervalle I, c'est le début de l'intervalle I plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du temps souhaité. Donc, le plus important dans la méthode par rapport ou dans les méthodes numériques, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer les fréquences et modes propres de vibration. On va voir qu'on va gagner beaucoup de temps lorsqu'on évite de calculer les fréquences et modes propres de vibration, surtout si votre système a plusieurs degrés de liberté, comporte donc des milliers de degrés de liberté. Là, c'est un gain de temps et d'espace important. Et le deuxième grand avantage, c'est que cette méthode, qui est la plus générale et la plus utilisée en général dans tous les logiciels professionnels, parce qu'elle traite les systèmes élastiques linéaires et les systèmes non linéaires. Ça, c'est très important parce que dans les méthodes comme celle de la méthode de superposition modale, donc on ne peut pas traiter les systèmes non linéaires. Un des inconvénients, bon, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais que la matrice C, donc, elle doit être définie par ses valeurs et par les valeurs, donc, explicitement. Elle ne peut pas être définie uniquement par les facteurs d'amortissement modaux pour pouvoir les utiliser dans l'algorithme donc, de ces méthodes. Donc là, un rappel rapidement. Donc, je peux écrire l'équation du mouvement sous forme incrémentale dans l'intervalle de temps et j'essaie de transformer tout ça en équation algébrique en supposant une certaine variation de l'accélération. Bien sûr, l'intervalle de temps est défini entre le début et la fin. Donc ça, c'est le début de l'intervalle. Ça, c'est la fin de
l'intervalle TI, TI plus taux, TI, TI, et ainsi de suite. Que ce soit pour l'accélération, la vitesse, le déplacement ou la charge externe. Ce taux-là que vous trouverez ici, donc, dépend de la méthode utilisée. Donc, si taux est égal à delta t, c'est la méthode de Newmark-Beta. Et si taux est égal à taux θ delta t, c'est la méthode de Wissant-θ. Voilà, donc la différence entre les deux, c'est que la définition de l'intervalle dans lequel on suppose la variation de l'accélération change donc de la méthode de Newmark-Beta à la méthode de Wissant-θ. Donc là, pour les systèmes linéaires, c'est simple. Pour les systèmes non linéaires, il faut faire attention que la rigidité et l'amortissement donc changent d'un intervalle à un autre. Ça peut changer d'un intervalle à un autre pour tenir compte de cette non-linéarité. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend les tangentes au début de chaque intervalle, comme ça, comme valeur de K ou de C. Par contre, on suppose que la masse reste constante dans le temps. Voilà, donc les trois grandes méthodes qui peuvent exister. Il y a d'autres méthodes, bien sûr. La plus simple, c'est la méthode de l'accélération linéaire. Cette méthode est vraiment simple, de telle façon à ce qu'elle peut facilement diverger si vous ne choisissez pas le bon intervalle delta t. En améliorant ceci, on arrive à une méthode de Newmark-Beta, dont la méthode d'accélération linéaire, comme son nom l'indique, donc on suppose que l'accélération est linéaire, tout simplement. Si l'accélération est linéaire, la vitesse est quadratique et bien sûr le déplacement est cubique. Par contre, dans la méthode de Newmark-Beta, on va généraliser ce principe-là en considérant deux facteurs et bêta et gamma. Donc, pour des valeurs de bêta 1 sixième à 1 demi, donc c'est un bon choix. On prend un sixième lorsque la méthode d'accélération linéaire est considérée et on prend un quart lorsque la méthode de la vitesse linéaire est considérée. Si la vitesse est linéaire, ça veut dire que l'accélération est moyenne dans l'intervalle delta t. Par contre, donc, la troisième solution, bien la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de Wissant-θ. Et là, comme j'ai dit, au lieu que l'accélération soit linéaire sur delta t, l'accélération maintenant est supposée linéaire dans un intervalle θ delta t, donc qui est en général, supérieur ou égal à 1,38. Le plus souvent, on prend θ est égal à 1,4. Donc, c'est cette méthode-là qu'on va utiliser dans cet exemple-là. Mais si vous voulez, vous allez remarquer dans la littérature que les deux autres méthodes sont vraiment similaires à cette méthode de Wissant-θ. Donc, Wissant-θ, on ne va pas détailler donc, le calcul, on va juste rappeler la procédure et l'algorithme de cette méthode-là d'une façon générale. Donc là, il y a une étape, ce qu'on appelle l'étape initialisation, où c'est commun à tous les états, à tous les intervalles de temps. Donc, on commence par calculer nos matrices et notre vecteur force extérieure. Bien sûr, les conditions initiales U0, U.0 et P0 doivent être connues pour qu'on puisse tirer donc le U seconde 0. Là, il nous faut un U seconde 0. On le tire à partir de l'équation du mouvement, donc dans le temps 0. Choisir delta t et θ. Généralement, θ, c'est 1,4. Et calculer donc ces constantes qu'on aura besoin dans les différentes procédures donc, qu'on va essayer de définir. Donc, l'intervalle de temps et quelques paramètres A1, A2, A3 et A4. Bien sûr, avec ça, on arrive à ce qu'on appelle la matrice de rigidité effective. Elle est plus ou moins constante dans tout le processus. Dans le cas linéaire, j'ai dit, dans le cas non linéaire, il faut faire attention à la variation de K et de C d'un intervalle à l'autre. Comme le cas est linéaire, donc on va prendre la même matrice de rigidité effective. Deuxième étape, donc dans chaque pas de temps, on va essayer de calculer maintenant ce qu'on appelle la charge effective. D'accord? Donc la charge effective, on passe par une interpolation linéaire de la charge. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus une interpolation linéaire dans l'intervalle θ delta t. D'accord? Donc si vous prenez ça, vous allez considérer donc une charge linéaire et vous allez donc interpoler cette charge par rapport à TI et TI plus tau. Enfin, donc on transforme cette charge linéaire en charge incrémentale effective. Donc, avec ce changement-là, d'accord, vous pouvez revenir à votre cours, je pense, chapitre 11, où on a défini ces équations, on les a démontrées, d'accord, pour maintenant arriver à un système algébrique. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est le système d'équations linéaires. Vous voyez donc, on est parti de l'équation différentielle ou bien d'un système d'équation différentielle pour arriver à ce type d'équation, donc, qui est un système d'équations linéaires. Maintenant, c'est plus facile de calculer le delta U.
si j'ai K I bar et delta P I bar, je peux calculer facilement delta I. D'accord? Là, c'est très important. Donc, je peux résoudre ce système pour déterminer delta UI, la variation du déplacement dans l'intervalle delta, θ delta t. Donc, avec cette variation maintenant, je peux calculer ma variation de l'accélération dans l'intervalle θ delta t, parce que c'est important. Donc, il faut faire la différence entre l'intervalle de θ delta t et l'intervalle delta t. Donc, avec cette variation d'accélération dans cet intervalle, j'avais besoin de celui-là. Celui-là, je le connais parce que c'est le début de l'intervalle. Celui-là, je le connais parce que c'est le début de l'intervalle en accélération et en vitesse. Et puis, on transforme cette variation de l'accélération, on la transforme dans l'intervalle delta t par la division sur θ. On obtient maintenant une variation de l'accélération. Avec delta UI que je peux calculer avec l'incrément de déplacement, parce que maintenant, je peux calculer cet incrément de vitesse. J'ai l'accélération au début de l'intervalle et j'ai la variation de l'accélération dans l'intervalle delta t. En même temps, la même chose, donc je peux calculer la variation du déplacement, sachant la vitesse du début de l'intervalle, l'accélération du début de l'intervalle et la variation dans l'intervalle delta t qui est donc delta U seconde barre. Bien sûr, maintenant que j'ai les variations, je peux calculer la fin de l'intervalle qui est égale au début de l'intervalle plus la variation, donc que ce soit en vitesse, en déplacement et l'accélération. Donc, on peut utiliser cette accélération dans là que je peux utiliser pour l'incrément, comme je peux utiliser donc l'équation du mouvement, cette équation du mouvement à la fin de l'intervalle pour calculer l'accélération à la fin de l'intervalle. Vous voyez, donc, c'est un algorithme donc, qui est vraiment susceptible d'être beaucoup plus programmable. Donc, c'est pour ça qu'en général, les méthodes par pas ne sont utilisées que dans un programme. Ce n'est pas nécessaire donc de faire ça à la main parce que c'est routinier donc, et ça se répète pas un autre. C'est pour ça que je vous conseille, à titre d'exemple, à titre d'application simple, de programmer ça dans un petit programme, quel que soit le langage que vous utilisez, parce que c'est répétitif dans l'intervalle de temps. Donc là, avec, pardon, donc mon exemple, donc je reviens à mon exemple, j'ai une matrice masse, j'ai une matrice rigidité, j'ai un delta t, j'ai un θ, j'ai des conditions initiales, donc je peux commencer mon algorithme. Donc j'ai dit la première phase, c'est l'initialisation, donc j'aurai les matrices masse, C c'est nul parce que c'est non amorti, la matrice C et P de t c'est 0. Donc avec les conditions initiales que j'ai définies, U0, U.0 et P0 sont définis, je peux calculer U seconde 0. Il suffit de remplacer ici, donc ici, et puis multiplié par l'inverse de la matrice masse. Vous aurez donc une accélération initiale de 0 et 10. Vous voyez, donc il suffit d'appliquer l'équation du mouvement au point 0 pour avoir l'accélération initiale. Avec ces données-là, donc maintenant, je peux calculer toutes mes petites constantes donc pour les utiliser dans mon algorithme, donc A1, A2, A3, A4, et la variation, l'intervalle θ qui est égal à 0,392. La matrice de Richter, maintenant, j'ai dit, c'est un système linéaire, donc elle va être la même chose, elle ne change pas d'un intervalle à un autre. Par contre, si elle est non linéaire, j'ai dit, il faut faire attention à ces valeurs-là de KI et de CI qui sont fonction du déplacement. Donc maintenant que c'est linéaire, ça va être donc cette équation-là. C'est pour ça que j'utilise ces constantes-là parce que c'est plus simple. Donc A4 c'est celle-là et A1 donc c'est celle-là donc que j'utilise. Voilà. Donc ça me donne un KI bar. Maintenant, j'ai la rigidité effective. Je peux calculer maintenant dans chaque pas maintenant les forces effectives pour que je puisse calculer les variations de déplacement dans l'intervalle dans le premier intervalle. Donc, je choisis mon premier intervalle, d'accord? Je vais partir de, n'oubliez pas que j'ai le début de l'intervalle, donc j'ai le début de l'intervalle, c'est un déplacement nul, une vitesse nulle et une accélération 0,10. C'est ça les points qui m'intéressent, ce sont les débuts de l'intervalle. Donc, avec ces points-là, je peux commencer mon algorithme de 800 θ. Donc, je vais calculer delta PI. Delta PI, c'est PI plus 1 plus PI plus 2 moins PI plus 1, θ moins 1 moins PI. Donc, si vous remplacez ça, vous allez voir que vous allez trouver donc un delta PI 0,0. Donc, ce delta PI est défini dans l'intervalle delta, θ delta. Donc, maintenant, je le définis
avec une charge effective incrémentale et j'aurai donc delta PI plus la masse multipliée par cette quantité plus l'amortissement multiplié par la quantité. Celle-là est nulle, donc il me reste le A2 donc, que j'ai déjà calculé, d'accord, A2 plus 3U secondes, donc A2 avec maintenant ma vitesse initiale, le début de l'intervalle, donc c'est 0,0, et mon accélération initiale, c'est 0,10, multiplié par la masse, plus le delta PI de cet intervalle-là, j'aurai donc une charge effective incrémentale de 0,30. Cette charge qui va être ici, je connais la rigidité donc effective dans cet intervalle, je peux tirer donc delta U par inverser donc la rigidité KI bas. Et là, donc, j'obtiens la variation du déplacement dans le premier intervalle, 0,0166 et 0,690. Je continue mon algorithme. Donc, avec cette variation de delta E que j'ai calculée, je peux calculer la variation de l'accélération dans l'intervalle θ delta t. Donc, la même chose, j'ai déjà ceci, donc c'est sur θ au carré, moins 6 sur tau au carré. Ça, c'est le delta UI. Ça, c'est le U seconde. Et ça, c'est le U point de I au début de l'intervalle. Donc, j'aurai un delta U seconde est égal à 0,648 moins 2,785. Je transforme ceci de l'intervalle θ delta t à l'intervalle delta t par divisé par θ et on aura donc le θ delta UI seconde barre dans l'intervalle delta t. Donc avec ceci maintenant, je peux calculer que ce soit ma variation de vitesse, d'accord, qui est égale donc à l'accélération initiale, delta t, plus 1 demi de cette variation d'accélération dans delta t, et je peux calculer la variation du déplacement delta i, sachant que j'ai la vitesse initiale, l'accélération initiale et la variation de l'accélération dans l'intervalle delta t. Donc, en faisant les différents changements, donc, avec un delta t qui est égal à 0,28, on obtient delta U point I, donc 0,065, 2,521, et delta UI est égal donc à 0,06, 0,366. Donc là, avec ces valeurs-là, maintenant, je peux calculer la fin de l'intervalle, le déplacement, pardon, la vitesse, qui est égale à la vitesse du début de l'intervalle plus la variation de vitesse, et le déplacement à la fin de l'intervalle, c'est égal au déplacement au début de l'intervalle plus la variation du déplacement dans l'intervalle. Donc, ça veut dire que ma vitesse au début de l'intervalle, c'est 0,0. Je lui ajoute les delta UI, ça me donne la fin de l'intervalle. Le début de déplacement, c'est 0,0. Je lui ajoute la variation du déplacement dans l'intervalle et ça me donne la variation, pardon, la valeur de l'intervalle à la fin. D'accord? Donc, j'ai la vitesse, j'ai le déplacement, je peux calculer l'accélération à la fin de l'intervalle par la fameuse équation du mouvement à I plus 1, c'est-à-dire à la fin de l'intervalle. Donc là, vous voyez qu'il suffit d'inverser M moins 1. M moins 1, M, donc c'est une matrice diagonale, il suffit d'inverser les termes de la diagonale. Donc j'avais 2 et 1, ça devient 1 demi et 1 sur 1. Donc avec 0,10, c'est la valeur de la force à la fin de l'intervalle. 0 parce que je n'ai pas de force d'amortissement. Et la force d'inertie, la force de rigidité, donc c'est K fois U à la fin de l'intervalle. Donc ça me donne une accélération de 0,348 et 8,548 pour les 2 degrés de liberté. Donc, à la fin de cette étape 8, maintenant, j'ai un déplacement à la fin de l'intervalle, j'ai une vitesse à la fin de l'intervalle et j'ai une accélération à la fin de l'intervalle. Maintenant, il faut que je continue et je recommence tout l'algorithme avec mon deuxième pas de temps, c'est-à-dire au lieu de s'asseoir delta t, maintenant c'est à 2 fois delta t. Et là, donc, ce que j'ai calculé à la fin du premier intervalle devient le début de l'intervalle, du deuxième intervalle. La fin du premier intervalle en vitesse devient le début du deuxième intervalle en vitesse et en la même chose, la fin du premier intervalle en extension devient le début du deuxième intervalle en extension. D'accord? Donc là, vous pouvez prendre du temps pour faire ça en deuxième pas. Je vous donne donc je vous donne la procédure au deuxième pas, donc en détail pour avoir une idée, mais on va faire rapidement parce que c'est les mêmes
vraiment, c'est les mêmes états. Donc, on calcule toujours delta PI avec delta PI bar, donc pour pouvoir calculer, si vous voulez, de delta UI, sachant que KI ne change pas, donc on aura un delta PI qui change dans l'intervalle et on aura un delta UI que je peux calculer donc pour le deuxième intervalle. D'accord? Là, ça me permet donc avec ce delta E ici, ça me permet de calculer delta U seconde I, sachant que maintenant U point I, c'est la fin du premier intervalle qui devient le début du deuxième intervalle, donc qu'on a présenté ici. On l'a repris ici. Et la même chose pour la vitesse au début du deuxième intervalle, c'est la vitesse à la fin du premier intervalle. Et là, donc avec ces valeurs-là, je peux calculer delta U seconde dans l'intervalle θ delta t que je transforme dans l'intervalle, donc delta t facilement. Avec ce delta U seconde bar, maintenant, je peux calculer la variation de delta U point et la variation de delta U pour le deuxième intervalle. Ça me donne donc ces valeurs-là pour le deuxième intervalle. D'accord? Avec maintenant ces valeurs du deuxième intervalle, je peux calculer la fin de l'intervalle du deuxième intervalle. C'est le début du deuxième intervalle plus delta U point. Et la fin du déplacement du deuxième intervalle est égale au début du deuxième intervalle, qui est la fin du premier intervalle, plus la variation dans le deuxième intervalle. Donc, vous voyez que avec ceci, ça c'est le début du deuxième intervalle, ça c'est la delta E, donc ça me donne la fin du deuxième intervalle, que ce soit en vitesse ou en déplacement. Avec ça, donc, je peux calculer l'accélération à la fin du deuxième intervalle, toujours par l'équation du mouvement, et on aura donc l'équation, l'accélération donc à la fin de l'intervalle. D'accord? Donc, la même chose, j'ai ici un déplacement à la fin du deuxième intervalle, une vitesse à la fin du deuxième intervalle, une accélération à la fin du deuxième intervalle. Donc, tout ça vont devenir le début du troisième pas donc, que je vais considérer. D'accord? Donc là, je ne vais pas m'amuser à continuer. J'ai moi-même fait donc un petit programme et j'ai essayé donc de générer ça à travers donc ce petit programme. Donc, je vous recommande de faire ce petit programme. Ça vous permet donc de s'initier à programmer ces méthodes pas à pas parce que c'est très intéressant. Je répète, tous les logiciels professionnels actuels, que ce soit SAP, ANSYS, ADINA, ce que vous voulez, utilisent ces méthodes pas à pas dans l'analyse dynamique des systèmes à plusieurs degrés. J'ai dit, il faut juste imaginer un système à plusieurs milliers de degrés de liberté que vous allez résoudre et vous allez avoir une idée sur ce que vous gagnez donc en temps et en espace. Donc là, je peux calculer donc tous les termes de, si vous voulez, delta P bar, delta UI, delta U point I, delta U seconde I bar, delta, ça c'est U seconde bar. Pardon, c'est U seconde bar. Delta U point, delta U point et U seconde. Ça c'est U seconde. La même chose, c'est U seconde, donc ça ne paraît bien. D'accord? Donc, vous allez voir que vous obtenez E par rapport au temps, donc ici, pour les deux degrés de liberté, que ce soit U1, ça c'est le premier, c'est U1 et le deuxième, c'est U1 pour chaque fois de temps. Si vous représentez ça, donc vous aurez votre graphe qui vous donne les déplacements en fonction du temps. Et là, pour U1, donc ça c'est U1 en rouge, d'accord, qui est le plus petit, et U2, donc en bleu, le plus grand. Donc, voilà, vous aurez besoin peut-être d'un maximum, vous allez prendre ce maximum ici, et ce maximum ici, donc de U1 et 2, pour pouvoir, si vous voulez, calculer les forces élastiques. Remarquez que les maximums ne sont pas forcément dans le même temps, donc vous n'allez pas trouver des maximums dans le même temps, mais on aura déjà vu ça donc, dans les différents exemples et dans le cours. D'accord. Donc ça, c'est la méthode par rapport. Si rapidement, je fais ça avec la méthode de superposition modale, n'oublions pas que pour faire un calcul par superposition modale, j'aurai besoin donc des fréquences propres et des modes propres de vibration. Surtout, les modes propres de vibration, parce que la méthode de superposition modale repose sur la transformation et le découplage des équations qui sont ici. Ce sont des équations découplées on va essayer de coupler, pardon, on va essayer de les découpler par une transformation et un changement de variable en utilisant les modes propres. On va dire donc, on passe de U à Y par la fameuse transformation, donc phi Y. Donc, on aura besoin de phi et c'est une étape supplémentaire
par rapport aux méthodes numériques par rapport. Donc là, je suis obligé d'avoir ces phi. Donc la procédure est vraiment classique. On a l'habitude maintenant de le faire. Il suffit de résoudre ça, de déterminer les différents lambdas, de les replacer ici, donc, et calculer par la suite les phi. Donc on obtient, si vous voulez, d'abord oméga 1 et oméga 2. Donc lambda 1, c'est 2 et lambda 2, c'est 5. On prend les racines pour avoir les W, donc les pulsations propres de chaque mode. Avec ces pulsations propres, donc, je peux calculer pour chaque mode, je peux calculer donc pour chaque oméga, pardon, je peux calculer le mode propre correspondant, donc qui sont 1, 1, 0, moins 0,5 et 1. Et là, donc, j'ai ma matrice spectrale et ma matrice modale. Donc, ces valeurs-là, je vais les utiliser dans la résolution de mon système d'équations que j'ai dit que j'ai découplé. Donc, en passant par U est égal à phi Y, donc je peux passer d'ici à ici, d'accord? Sachant que celle-là, c'est nul, celle-là, c'est nul, celle-là, c'est nul. Donc, il me reste Yn plus oméga n au carré Yn est égal à Pn sur Mn. Avec Mn, Pn, Cn, Kn et Pn, donc définis dans ces valeurs-là. Donc, et c'est comme si donc j'ai des scalaires partout. Donc en général, je peux utiliser cette équation-là comme je peux utiliser cette équation-là pour la résolution. Donc c'est simple, les deux sont valables. Donc il faut juste respecter donc les paramètres que vous utilisez. Soit ici c'est des Mn, Kn avec des Pn, soit des 1 oméga n au carré et Pn sur M. Sachant que Pn est égal à phi 1 transpose P de t. Donc là, si je remplace dans mes équations-là, pour chaque mode, donc je vais calculer M1. M1, c'est phi 1 transpose M phi 1. Donc ça me donne 3. K1, c'est phi 1 transpose K phi 1, c'est 6. Et P1, c'est phi 1 transpose multiplié par P de t qui est égal à 10. Ça me donne donc cette première équation à résoudre. Deuxième mode, M2, c'est phi2 transpose M phi2. K2, c'est phi2 transpose K phi2. Et P2, c'est phi2 transpose multiplié par P de T. Ça me donne cette deuxième équation à résoudre. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'équations différentielles non amorties soumises à une valeur constante 10, les deux. Donc, je peux résoudre ce type d'équation. Donc, ce sont des systèmes un seul degré de liberté non amorti soumis à une excitation constante. Je vous renvoie au chapitre 3, pardon. La solution est une solution complémentaire plus une solution particulière. La solution complémentaire, c'est la solution sans second mode. Donc, c'est toujours A cosinus plus B sinus. Il faut faire attention entre la première et la deuxième parce que les oméga ne sont pas les mêmes. Donc, il faut c'est un oméga 0i pour chaque mode. Et puis, la solution particulière, c'est simple. C'est une solution qui est égale à P0 sur KI, sachant que P0, c'est 7. Parce que j'ai un MY seconde plus KY est égal à P0. Donc ça, je peux résoudre ça en prenant une solution particulière et une solution complémentaire. En faisant donc la somme des deux, ça me donne cette solution pour chaque équation avec des conditions initiales. Je peux calculer A et B et je peux donc trouver mon résultat final concernant la solution totale qui est égale P0i sur K i 1 moins cosinus oméga 0 i t. En changeant maintenant pour chaque mode, le P0i c'est 10, le KI donc c'est 6, oméga 0i c'est 1,414. Pour le mode 2, donc le P0 c'est 10, le KI, le K2 c'est 7,5 et le oméga 0 c'est 2,236. D'accord? Donc, en faisant, maintenant que j'ai les valeurs de Y1, Y2 dans n'importe quel temps, je peux les combiner pour trouver les valeurs de U1 et 2 à n'importe quel temps. Donc, il suffit de multiplier par la matrice modale phi. D'accord? En Y1, Y. Avec ça, donc, si vous continuez, j'aurai un U1 et U2 de T comme ça, donc, en fonction de cosinus oméga 1 et cosinus oméga 2. D'accord. Donc maintenant, il suffit de prendre des valeurs. Pour chaque valeur, on calcule U1 et U2. Donc, vous retrouvez donc ces valeurs-là. D'accord. Que U1 et U2, que je peux les comparer avec ceux que j'ai trouvés à 800 θ. Donc, pour toutes les valeurs de delta, de valeurs de temps. D'accord. Donc, si vous voulez comparer, il vaut mieux passer par un graphe et vous allez voir que les deux graphes sont presque similaires. Donc, si vous prenez en rouge, c'est la valeur de U2 par la méthode de pas à pas, et en bleu, c'est la valeur de U2 par la méthode modale.
En vert, c'est la valeur de U1 par la méthode pas à pas. Et en rouge, c'est la valeur de U1 par la méthode module. Donc, vous voyez que c'est exactement presque la même chose. Donc, les deux valeurs, quelques petites différences, donc, mais ce n'est pas aussi important. Voilà, donc ça vous donne une idée sur les méthodes pas à pas. Je répète, ces méthodes ne sont utiles que lorsqu'elles sont programmables. Elles ne sont pas utiles en utilisant la main donc pour le calcul normal, donc pour ce type de méthode, mais il vaut mieux programmer ça et avoir des résultats plus ou moins répétitifs de chaque intervalle à un autre. Voilà, donc je pense que je termine cette application-là. Je vous remercie. Je vous verrai donc dans la prochaine application. Merci.